Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. La mission d'aujourd'hui, c'est de décortiquer une question qui donne des sueurs froides à pas mal de monde. Ah que oui! C'est la question suivante. Est-ce que l'organisation interne de l'entreprise permet de croître sans sombrer dans un chaos opérationnel total? C'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour explorer ça aujourd'hui, on s'appuie sur une pile de documents assez fascinante. Oui, Il y a des mémos internes, des études de cas, puis surtout la documentation méthodologique d'Instruct4. exact. C'est une firme d'ici au Québec qui est experte en stratégie, formation puis design corporatif. Leur philosophie est super claire, c'est innover, structurer et former. Fait que l'idée, c'est de transformer ce chaos-là en une machine performante. Puis un paradoxe assez frappant qui ressort tout de suite de ces textes-là. Lequel? Tout le monde veut de la croissance, tu sais. On célèbre chaque nouveau contrat, chaque hausse de revenus, mais les données qu'on a épluchées montrent une réalité beaucoup plus sombre. Ouais, la croissance rapide tue beaucoup plus de PME qu'elle n'en sauve. Absolument. Surtout si les fondations sont, si elles sont chancelantes. C'est un phénomène très bien documenté, surtout quand on regarde le paysage économique de 2026. La simple agilité, cette capacité-là à pivoter super vite qui était à la mode avant, Oui, le fameux mode agile. c'est ça. Ça atteint ses limites. Aujourd'hui, la complexité des marchés exige une rigueur implacable. Les marges d'erreur sont minuscules. Fait que les solutions cosmétiques, ça marche plus. Pas en tout. Instruform met vraiment ça en lumière. L'objectif, c'est pas juste de grossir pour le plaisir de grossir. Ça mène à une implosion. L'objectif, c'est l'alignement entre la vision, l'offre et le modèle d'affaires. Puis pour bien comprendre pourquoi tant de projets se cassent la figure pile au moment où ils semblent réussir, les sources nous ramènent à la base, à la genèse même de l'entreprise. Il y a un concept tellement intéressant là-dessus. Le conflit des trois personnalités. Exactement. Quiconque se lance en affaires abrite en fait trois profils qui sont constamment en guerre à l'interne. Oui, le technicien, le gestionnaire puis l'entrepreneur. Voilà. Le technicien, c'est l'artisan. C'est l'individu qui adore faire le travail concret. Si on parle d'une boulangerie, c'est la personne qui pétrit la pâte avec passion. Le nez dans les opérations. C'est ça, cette personne vit dans le présent. Ensuite, on a le gestionnaire. Lui, il déteste le chaos. Il veut de l'ordre, des processus, des tableaux de bord. Il regarde le passé pour organiser le présent. Tout à fait. Puis finalement, l'entrepreneur, le visionnaire, celui qui prend des risques puis qui vit littéralement dans le futur. Mais gros problème, au démarrage, c'est le déséquilibre entre ces trois chapeaux-là. Ah, complètement? La majorité des PME naissent parce que quelqu'un a une expertise technique forte. Fait que c'est le technicien qui prend toute la place. L'exemple classique dans nos textes, c'est la personne excellente en design graphique qui part son agence. En pensant que son talent en design va suffire pour gérer une business. Exact. Mais elle ne connaît rien à la trésorerie ou à la stratégie. C'est ce que les documents appellent la phase de l'enfance. La phase où on fait tout soi-même. On fait tout. On crée le produit, on répond aux courriels, on fait la comptabilité, on vide même les poubelles le soir. Le résultat, c'est l'épuisement. La direction devient le goulot d'étranglement de sa propre entreprise. Puis c'est là que la saturation force le passage à la deuxième phase, l'adolescence. On commence à engager du monde, mais comme il n'y a pas de système, c'est le chaos systémique. On engage dans l'urgence. Ouais, puis on espère naïvement que la nouvelle recrue va absorber la méthode par osmose. Fait que les erreurs s'accumulent, les clients chialent, les tensions montent. Puis là, le réflexe classique de la direction, c'est de paniquer. De micro-gérer, ou pire, de tout le monde congédier pour recommencer à tout faire soi-même. C'est un retour brutal à la case départ. C'est vous, pareil. J'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à évaluer honnêtement où se situe leur projet là-dedans. C'est un exercice de lucidité super important. Parce que l'objectif d'Instruct4, c'est de nous amener à la troisième phase, la C, la maturité. Une structure qui roule toute seule, même si la direction n'est pas dans le bureau. Mais pour se rendre là, il faut tuer certains mythes, particulièrement celui de l'idée de génie. Ah, ce fameux mythe! On pense toujours qu'il faut inventer un produit complètement inédit pour réussir. Mais les cas étudiés montrent que chercher l'idée parfaite, c'est souvent juste un mirage, une belle excuse pour procrastiner. L'innovation technologique pure garantit absolument rien. Il y a des géants aujourd'hui qui n'ont rien inventé. Ils ont juste pris un truc ordinaire et l'ont optimisé. Il y a l'exemple des coques de téléphone cellulaire dans les textes. C'est d'une banalité affligeante. Il y en a des millions de modèles pas chers. Zéro innovation de rupture. Pourtant, des entreprises bâtissent des empires avec ça. Pourquoi? Parce que l'exécution est supérieure. Le design, le positionnement, le service après-vente.
La valeur est dans le système de distribution, pas dans le bout de plastique. Exact. Puis ça, c'est au cœur de la vision d'Instruct4. Le succès, c'est l'exécution implacable puis l'acquisition de compétences solides, comme le marketing numérique. Mieux vaut une idée ordinaire avec une exécution parfaite qu'une idée de génie gérée dans le chaos. Fait que ça nous amène directement aux opérations internes. Les sauces simplifient ça autour de 2 piliers vitaux. Le recrutement puis les processus, les fameux SOP. Les Standard Operating Procedures. L'équation est simple. Si la demande monte mais que la qualité plante, c'est soit qu'on n'a pas les bonnes personnes, soit qu'on n'a pas les bonnes directives. Ça donne rien. C'est pour ça qu'il faut penser au prototype parfait, bâtir l'entreprise comme si on allait la franchiser mondialement. L'analogie de la chaîne de restauration rapide mondiale est frappante. Comment ils font pour rouler des milliers de succursales avec des employés super jeunes puis un gros taux de roulement? C'est parce que la qualité repose sur la procédure, pas sur le talent du cuisinier. La friteuse est calibrée, il y a des minuteries, tout est visuel. C'est le système qui travaille. Il faut travailler sur l'organisation, pas dans l'organisation. Sortir de la production quotidienne pour devenir l'architecte du système. Il y a une anecdote intéressante là-dessus concernant le montage vidéo. Disons qu'un monteur oublie tout le temps de centrer les sous-titres sur une vidéo. S'il n'y a pas de processus écrit, la direction va devoir répéter la même consigne à chaque nouvelle embauche. C'est une perte de temps colossale. Une simple liste de vérification règle le problème de façon permanente. Mais la grande question, c'est comment trouver le temps d'écrire ces processus-là quand on est déjà sous l'eau. La règle du 9-5-5. Exactement. Le but, c'est de consacrer son temps uniquement aux 5 % des tâches où on excelle, qu'on aime et qui rapportent le plus. Puis le reste, les 95 %, faut les déléguer. C'est dur pour l'ego du technicien. Il a peur que la qualité baisse. Mais déléguer ses faiblesses, c'est non négociable. L'utilisation de pigistes ou de partenaires est essentielle. Par contre, les documents nous mettent en garde contre une grosse erreur, s'associer avec un clone. Ouf, ouais. Le biais de similarité. On aime s'entourer de gens qui pensent comme nous. C'est confortable, mais c'est dangereux. Si 2 visionneurs s'associent, qui va gérer les finances et les opérations? Personne. Faut de la friction constructive, de la complémentarité. Puis attention aux parts à 50-50. Ah oui, le fameux 50-50 sans mécanisme pour trancher en cas d'impasse, c'est la recette pour paralyser l'entreprise au premier gros conflit. En parlant de conflit, quand la croissance s'accélère, la pression monte vite à l'interne. Très vite. Il y a une petite pépite dans les textes pour fluidifier les communications pendant ces périodes-là. C'est l'utilisation de l'expression « à mon avis subjectif ». Avant d'émettre une critique? C'est ça. Au lieu de dire « cette maquette est mauvaise », on dit « à mon avis subjectif, cette maquette ne répond pas aux objectifs ». C'est brillant parce que ça retire l'ego de l'équation. Ça signale que c'est pas une vérité absolue, juste une perspective. Ça désamorce la défensive. L'équipe se sent en sécurité, même quand les standards sont très élevés. Bon, une fois qu'on a les processus et l'équipe, on doit aborder l'aspect financier, le diagnostic final. Parce qu'une équipe motivée avec des finances pourries, ça va dans le mur. Une organisation en santé doit savoir d'où vient son argent. Est-ce que les liquidités viennent vraiment d'opérations rentables ou juste de l'injection de nouveaux prêts puis d'investisseurs? C'est l'illusion comptable. Faut des indicateurs de performance, les fameux KPI, surtout le CAC et la LTV. Le coût d'acquisition client et la valeur à vie du client. Si ça te coûte 100 $ en marketing pour avoir un client, mais qui te rapporte juste 80 $ sur toute sa durée de vie, La mathématique est cruelle. Tu perds 20 $ à chaque vente. Tu subventionnes tes propres clients. c'est de la croissance destructive. Sans ces données-là, les décisions sont purement émotives. C'est pour ça que la stratégie de marque agit comme une boussole. Chez Instruct4, on voit bien que le design corporatif, c'est pas juste un beau logo. C'est un levier de performance. C'est l'algorithme décisionnel de l'entreprise. Ça dit au RH qui engager. Ça dit aux ventes comment parler. Puis ça permet à la direction de refuser des contrats qui sont pas alignés avec le positionnement à long terme. En résumé, ce qui ressort de cette méthodologie, c'est que l'alignement entre la vision, la structure financière et l'exécution, c'est la seule façon de croître sans imploser. La liberté entrepreneuriale vient de cette discipline invisible, d'où la pertinence de se faire accompagner pour avoir un rebord vraiment objectif. C'est essentiel pour bâtir une machine autonome, puis pas juste se créer une prison dorée. Tout à fait. D'ailleurs, je laisse l'auditoire sur une réflexion pour tester cette solidité-là. Si vous deviez confier les clés de votre organisation à un parfait inconnu demain matin,
quelle est la règle non écrite ou l'habitude invisible qui ferait s'effondrer toute la structure en moins de 7 jours? Ça donne matière à réflexion. Certainement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos sources. À la prochaine.